Bonjour Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour. Vous êtes l'un des nouveaux visages du gouvernement après le remaniement de cet été. Bienvenue sur France Info. Merci. Votre collègue de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé hier soir vouloir interdire les abayas et les camis dans les établissements scolaires, ces longues robes traditionnelles venues du Moyen-Orient. Elles sont une atteinte à la laïcité pour vous ? Alors, la première chose, c'est que c'est l'interprétation qu'on peut en faire. Dans la loi de 2004, que je rappelle, tous les signes ostentatoires absolument religieux sont interdits. Et en fait, c'est plutôt ça devient un objet par destination ostentatoire d'une religion. C'est-à-dire, la abaya en elle-même, on peut philosopher à n'en plus finir sur est-ce que c'est ou pas un vêtement religieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une jeune fille arrive avec son voile et sa abaya devant l'établissement et qu'elle enlève son voile, par destination, la abaya devient un signe ostentatoire d'une religion ou d'une appartenance à une religion, et la circulaire de Mais ça, c'est vous qui le décrétez, parce que si on écoute le CACM, le Conseil français du culte musulman, il dit les abayas, les camis, c'est pas religieux. Alors sur quel fondement sur l'interprétation le gouvernement dit on interdit ces tenues-là? C'est-à-dire sur l'interprétation qu'on en fait. C'est-à-dire quand les élèves arrivent avec une abaya, il y a une volonté de vouloir montrer une appartenance religieuse, et c'est justement ce phénomène-là qu'il faut absolument interdire, parce que c'est l'interprétation du gouvernement. Non, c'est l'interprétation parfaite de la circulaire. Je reviens sur la circulaire. Alors la loi, il y a eu une loi en 2004 qu'on avait appelée la loi dite du voile. Et quelques mois après, une circulaire qui expliquait justement, qui faisait vraiment l'exégèse de cette loi en disant c'est les signes ostentatoires d'une religion ou d'une appartenance à une religion, mais c'est pas arrivé, je vais faire court, une croix, une kippa ou un voile. C'est quand on décide que la abaya, par exemple, quand les élèves arrivent avec cette abaya et qu'elles ont, je le répète, un voile devant le lycée et qu'elles enlèvent, ou devant le collège, et qu'elles mettent cette grande robe, vous pensez que c'est quoi? C'est évidemment la volonté de vouloir montrer une appartenance religieuse. Et moi, je pense, de toute façon, je l'avais dit, la abaya à l'école, c'est non, c'est interdit. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement à l'entrée des établissements scolaires? Vous n'avez pas peur qu'on crée plus de problèmes qu'on en résout? Pas du tout. Au contraire, je pense que de vouloir nier le problème, c'est le problème. Donc je pense que Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, a eu complètement raison d'être ferme, et surtout d'être ferme pour aider aussi les proviseurs. Parce que laisser peser la charge et la responsabilité sur les proviseurs est une mauvaise idée, cher Jérôme. Non mais, pardon, il y a juste quelque chose que je ne comprends pas, c'est concrètement, on va mesurer les robes à l'entrée de l'établissement. Justement, c'est pas pour ça. Justement, c'est pour éviter de mesurer les robes. La abaya est un... Oh, je répète, ça a l'air... Non, mais j'ai bien compris voilà. Votre interprétation. C'est juste... C'est pas mon interprétation. C'est l'interprétation du gouvernement, quand même. Ouais. Non, c'est pas mon interprétation. Vous savez, j'arrive d'un milieu où, justement, on a eu, bien sûr, affaire à tous ces sujets-là. Vous en avez vu beaucoup à Marseille, vous, des abayas? Non, en fait, assez peu. Il me semble que sur le rectorat et sur l'académie d'Aix-Marseille, il y a eu à peu près, alors sur 100 000 lycéens, à peu près 80 faits signalés. Non, c'est pas Marseille, c'est pas quelque chose d'important. Mais je reprends quand même sur le fait de mesurer ou pas les abayas. C'est là où vient la difficulté. Est-ce que vous voyez, vous, des proviseurs à l'entrée mesurer? On dit que du moment qu'une jeune fille ou un jeune homme, parce qu'il y a aussi le camis pour les jeunes hommes, arrive avec une tenue qui est, qui va être pour eux l'occasion de dire et de prononcer une appartenance religieuse, eh bien, en fait, c'est non. Solution de simplicité. Mais on va vous dire que finalement, sur ce chemin-là, la solution de simplicité, à la fin, c'est l'uniforme. La simplicité, c'est non, moi je dis pas c'est l'uniforme. Alors moi je suis plutôt une pro-uniforme, mais plutôt dans les quartiers très défavorisés, parce que pourquoi? Quand on est... il faut juste aller dans les écoles, en fait. Il faut aller dans les écoles et discuter avec des directeurs. Moi, je suis restée très copine avec ma directrice d'école, de mon école, à Félix Piat, et elle est plutôt très favorable. Pourquoi? Parce que pour les parents, ça fait une charge en moins. C'est-à-dire que ça leur permet quand même de ne pas avoir ce souci. Sur le harcèlement scolaire, il y a des résultats. C'est-à-dire on est capable d'endiguer
en partie le harcèlement scolaire part. Alors moi, c'est pas l'uniforme, je parle de tenue scolaire, c'est-à-dire on se ressemble tous, on met tous le même t-shirt, on met tous le même pantalon, les parents, ça les soulage, les enfants, ça les met tous au même niveau, et à un moment donné, moi, je veux pas de débat, de faux débats sur oui, on est libre, on n'est pas libre. Moi, je pense que ça facilite la vie aux parents, et surtout, ça facilite aussi la vie aux directeurs d'école sur le fait d'endiguer le phénomène de harcèlement scolaire, sur lequel je suis hyper engagée. J'avais créé la délégation à la région Sud. Nous devons tirer des leçons de ce qui s'est passé et apporter des réponses solides. C'est ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël tué par un policier. 2 mois plus tard, on en est où ? 2 mois plus tard, on en est où ? On en est que le président de la République était venu à Marseille juste avant les émeutes, vous savez, fin juin. Et il avait annoncé des choses qui étaient importantes. Et le mercredi, le jour où il finit sa visite, le jeune Naël meurt la veille. Et il annonce quartier 2030, il annonce plein de mesures, l'extension par exemple de 8h à 18h, donc l'accueil au collège des élèves, des collégiens, de 8h à 18h en disant quoi ? Je veux que chaque collégien, dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la ville, ait un adulte et un professeur en face de lui pour faire ses devoirs, pour faire la lecture, pour rattraper tout le travail qu'il a fait. Donc la réponse, elle est sur l'éducation ? Moi, je pense qu'elle est énormément sur l'éducation, sur la sécurité aussi, parce que la double, je vais en parler avant, la double tutelle de mon ministère est aussi une partie de la réponse, parce que dans les quartiers défavorisés, dans les quartiers prioritaires de la ville, les gens veulent plus de police. Moi, on ne me demande pas. Moi, vous savez, je suis très bien accueillie de partout et je l'ai toujours été et je le suis encore plus depuis que je suis secrétaire d'État en charge de la ville. C'est de nous dire, mais protégez-nous. Les gens veulent être protégés. Les gens ne veulent pas qu'on sorte la police des quartiers. Ils en veulent plus. C'est quoi vos solutions ? Les solutions, parce que là, vous m'avez parlé de ce qu'avait proposé Emmanuel Macron avant les émeutes, mais après les émeutes. Mais ça compte. Il avait proposé avant, ça veut dire qu'il avait quand même on avait un petit peu anticipé, ça veut dire qu'il avait quand même senti qu'à un moment donné, le besoin était là. Sur l'éducation, l'accueil des enfants à partir de 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'une fois, on avait fait des visites où les mamans on s'était rendu compte que les mamans avaient beaucoup de mal à laisser les enfants à la crèche et l'école. Pour elles, c'était pas pareil. Dans les quartiers prioritaires, et moi je l'ai vu puisque je viens de là, la crèche c'est compliqué, l'école c'est plus facile. Donc l'accueil des enfants à partir de 2 ans par exemple. Et pour revenir rapidement, si vous permettez, sur la sécurité, il y a quelque chose, il y a un dispositif qui a été lancé qui s'appelle les forces d'action républicaines. Et en gros, on met de la police, on met des magistrats, on met des travailleurs sociaux, on met des citoyens, on met des habitants. Tout ça travaille ensemble sur des heures décalées dans la journée et on ne quitte plus le territoire, c'est-à-dire on reste sur place dans ces quartiers prioritaires qui ont tant besoin de parler à un magistrat, de parler à un policier, d'avoir un médiateur, d'avoir un éducateur, d'avoir justement, nous à Marseille on a des CIQ, ce sont des comités d'intérêt de quartier, c'est-à-dire où les habitants se réunissent entre eux et surtout moi je crois aussi à l'autonomie, c'est-à-dire il faut aussi laisser les gens décider par eux-mêmes pour eux-mêmes. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville, invitée de France Info ce matin, on vous retrouve dans 1 minute juste après le fil info à 8h40 avec Diane Ferchit. L'autoroute et la voie ferrée entre la France et l'Italie coupées ce matin dans la vallée de la Maurienne en Savoie en cause un impressionnant éboulement. 700 mètres cubes de roches tombées sur les voies. Selon le ministre des Transports, il faudra plusieurs jours pour un retour à la normale. Pour Gabriel Attal, les abayas sont contraires à la laïcité. Le ministre de l'Éducation nationale annonce l'interdiction à l'école de ces longues robes portées par certaines élèves musulmanes. Les modalités de cette interdiction ne sont pas encore connues. Gabriel Attal donne une conférence de presse à partir de 9h. Après l'accident du minibus d'une colonie de vacances dans le Lot-et-Garonne, le conducteur est mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Un adolescent a été tué, 4 autres sont grièvement blessés. L'Ukraine affirme ce matin avoir repris un village sur le front sud, alors que Moscou, de son côté, dit avoir à nouveau déjoué des attaques de drones ukrainiens cette nuit aux alentours de la capitale et dans l'ouest de la Russie. Des attaques qui n'ont pas fait de dégâts ni de victimes selon les autorités. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Sabrina Agresti-Roubache, toujours avec nous, secrétaire d'État chargée de la ville. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur cette controverse autour d'une décision du préfet du Val d'Oise qui est au cœur des critiques. Il a ordonné l'expulsion d'une famille qui vit dans un HLM au motif que l'un des enfants a participé aux émeutes il y a 2 mois. Et vous approuvez cette décision, vous dites condamnation égale expulsion. Non, parce que ce que vous dites est faux. Ah, corrigez-nous. Non, Corrigez-nous. un truc, non, allons-y. Non, il exécute une décision de justice.
En fait, Lui-même a fait le raccourci entre les émeutes et l'expulsion. Moi, je vais vous répondre en tant que ministre de la Ville. Moi, je vais vous répondre sur le droit. Déjà, ce ne sont pas les préfets qui expulsent. C'est une décision de justice qui expulse. Comment est-ce qu'on peut expulser ou pas quelqu'un, notamment d'un HLM? La première chose, c'est, par exemple, les impayés. Les impayés, dans le code des HLM, on a les bailleurs sociaux peuvent saisir la justice et obtenir une décision de justice sur l'expulsion. Absolument. Merci beaucoup. Voilà, merci de le rappeler. Donc, on n'expulse pas des gens parce qu'ils ont participé aux émeutes. Vous imaginez, Jérôme, ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que le préfet a dit sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que vous avez validé aussi, pardonnez-moi. Non, je ne l'ai pas, non. Mais rappelez-vous, vous avez dit, il a participé aux émeutes, il doit se tenir bien. C'est pas ça que j'ai dit. Donc, le préfet a raison. Non, il a accéléré la... Je parlais de tranquillité publique. Non, mais encore une fois, comme on prend toujours que la moitié de mes interviews, je vous ai écouté en totalité. Non, mais l'explication totale, c'était... On m'a posé plusieurs questions en même temps, donc j'ai essayé de répondre le plus clairement possible. Ce sont des décisions de justice qui expulsent les gens. Ce n'est pas les préfets qui décident de manière arbitraire d'expulser les gens. De deux, moi je soutiens les préfets, tout le temps. Parce qu'à un moment donné, le corps préfectoral, quand on a des soucis en France, c'est quand même ceux sur qui on s'appuie pour pouvoir maintenir la République telle qu'elle est. L'autre chose, c'est que ce que je disais sur le jeune, donc la famille qui a été expulsée, on me parlait de responsabilité. C'est-à-dire, on m'a parlé de responsabilité. Et j'ai juste répondu sur la responsabilité. La responsabilité, elle est sur ceux qui commettent justement des délits et sur ceux qui ne prennent pas soin de leur famille. Elle n'est pas sur l'État. Il n'a pas été expulsé parce qu'il est émeutier. Il a été expulsé parce qu'il y a eu une décision de justice. Et comme, pareil, on m'a posé 10 000 questions en même temps, je disais juste que la responsabilité de la famille n'était pas sur l'État, mais bien sur les responsables de famille, les chefs de famille. Donc, qu'on vous comprenne bien, vous êtes pour l'application du droit. Du droit, absolument, quel qu'il soit. Et surtout, j'ai parlé de tranquillité publique. Parce qu'un bailleur social, sur la tranquillité publique, il peut saisir la justice si quelqu'un pourrit la vie au reste des voisins. Et moi, je serai toujours du côté des voisins tranquilles. Non, mais donc, qu'on soit bien clair, vous n'avez pas approuvé, du coup, la publication du préfet de police qui a mis la photo des cartons de déménagement en disant « J'ai pris cette décision car l'un des enfants était un émeutier ». Non, ça, vous l'approuvez pas. Non, mais moi déjà, je ne suis pas pour les pires. Alors, je vais vous dire, moi, si vous me permettez, je déteste les réseaux sociaux. Je n'aime pas ça. J'avais même écrit un chapitre dans mon livre. C'est « Je tweete, donc je suis ». Je pense qu'il faut rester absolument sobre. J'appelle à la plus grande sobriété sur ces sujets-là, parce que ce ne sont pas des sujets simples. Et juste pour revenir sur l'expulsion, regardez tout ce que ça a donné derrière, c'est-à-dire une espèce de truc où tout le monde a dit tout et n'importe quoi et on en a oublié le droit commun. Je voudrais qu'on revienne sur les émeutes. 2 mois après, c'était il y a 2 mois tout juste, pendant les émeutes, 90% des personnes interpellées étaient françaises. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de manque d'intégration quand il s'agit de délinquants français ? Alors, d'intégration, c'est d'intégration à la République, c'est-à-dire à l'adhésion aux valeurs de la République. Quand on parle d'intégration, enfin pour moi, selon moi, là je vous donne c'est mon sentiment à moi, c'est que ces jeunes, et on l'a vu, ils ne sont pas d'ici, ils ne sont pas d'ailleurs, parce qu'ailleurs ils ne se sentent pas chez eux et ici ils ne se sentent pas chez eux. Donc on a un problème, un énorme problème. Ils sont nés en France, ils sont français. Donc c'est d'intégration aux valeurs de la République, à tout ce que la République peut représenter de meilleur pour eux. Et je pense que le sujet, c'est pas l'immigration, parce que je l'ai entendu comme vous. Emmanuel Macron dit il veut réduire drastiquement l'immigration, c'est ce qu'il a dit. Vous venez la contrôler. La contrôler, comme tous les pays en Europe, la contrôler, faire quelque chose de décent, faire quelque chose de... Vous savez, j'ai été de celles qui avaient hurlé, mais pareil, comme on entend que ce qu'on veut bien entendre quand c'est moi qui parle, j'avais parlé de la situation des Chibani. J'avais un ami producteur qui avait fait un magnifique documentaire qui s'appelait Les Chibani. Et les Chibani, c'est quoi ? C'est nos anciens qui vivent dans des foyers, à l'époque qui s'appelait Sonacotra, maintenant je crois que je ne sais plus comment ça s'appelle, mais soit. Et ils vont faire la queue pendant 24 heures pour renouveler leur titre de séjour. Est-ce qu'on pense que c'est digne de faire ça ? Je l'ai dit, personne ne l'a repris. J'ai été l'une de celles qui a dit très tôt, mais attendez, on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Les gens qui ont 80 ans, qui ont construit le pays, comme mon père a construit tous les métros de Marseille, on doit les traiter comme dignement. Là, on parle des jeunes. Hein. Ouais. Non, mais justement, et je reviens sur les jeunes, ça veut dire que maintenant, on a des jeunes qui sont nés en France et qui ne se sentent pas français. Et qui ne se sentent même pas français, qui se sentent
Rien, c'est-à-dire ils savent pas ce que c'est la nation, ils savent pas ce que c'est le pays, ils savent pas ce que ce sont. Et alors on leur dit quoi? On leur dit quoi? On fait quoi avec eux? Alors on fait quoi? Déjà on responsabilise les parents, parce que moi j'ai été de celle, pareil, qui a dit très tôt, on est responsable de ce qu'on fabrique. Quand on fait des enfants, on est responsable. Et après il y a des particularités, des spécificités. Ça veut dire quoi on responsabilise les parents? Responsabiliser les parents, ça veut dire que je sais pas comment font les parents qui ont un cadre normal. Là on parle d'une famille normale, papa, maman, ou de papa, voilà un cadre normal de famille. Où son enfant, et on l'a vu au tribunal, parce que moi je me suis intéressée à ce qui s'est passé au tribunal de Marseille, où il y avait pas mal de parents ensemble qui sont venus assister au procès de leur enfant. Et vous savez ce qu'ils disaient à l'extérieur? Il a mérité quand même. Mais comment eux ont-ils fait pour dormir tranquille avec leurs enfants dehors? Moi, c'est la seule. Moi, je suis maman d'une enfant de 14 ans. Oui, mais d'accord, on responsabilise comment les parents? Alors, on responsabilise. Eh ben, il y a un truc qui s'appelle, je sais pas, la loi. La justice. Vous savez, hier, on me rappelait, c'était l'article 374 alinéa 1, je crois, quand, vous savez, les mères marient, civil, les mères marient des gens. On est responsable de ces enfants, c'est-à-dire on leur doit assistance, on doit les éduquer, on doit en prendre soin. Donc, responsabiliser les parents, c'est leur rappeler leurs devoirs, leur rappeler leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants, ça c'est la première chose. Et on les sanctionne? Quand ça va pas, oui. Moi, je suis quand même... Oui. Mais oui, comment? Les parents qui n'ont pas de difficultés particulières et qui laissent leurs enfants faire n'importe quoi, je pense que c'est bien. Comment on les sanctionne? La loi, on applique la loi, tout simplement. Du coup, il n'y a pas de sanctions. Alors, comment on les sanctionne? Non, il y a des sanctions, il y a des amendes qui sont mises. Il y a eu l'idée venant de la droite et de l'extrême droite de supprimer les allocations familiales. Mais pas du tout, mais ça pareil, mais enfin, franchement, par pitié, c'est un truc, c'est quand même dingue qu'on continue à parler de ça. Si ça avait été une bonne idée, je pense que tout le monde l'aurait su autour de cette table. C'est une très mauvaise idée, c'est même pas une fausse bonne idée, c'est je ne peux pas dire de mots trop vulgaires sur votre plateau, mais comment est-ce qu'on peut penser que couper les allocations familiales va régler un problème? Non. Par contre, qu'un juge, qu'un magistrat parle aux parents en disant « vous êtes responsable de votre enfant ». Mais ça se fait déjà, ça, pardon. Non, il faut le faire plus. Peut-être que ça ne se fait pas assez, parce que la preuve sur les émeutiers. Et quand vous voyez l'âge moyen des jeunes, entre 13 et 17 ans, 13 et 17 ans, vous êtes un enfant encore. Juste, tout à l'heure, on entendait sur France Info, on était à Montpellier, toujours 2 mois après les émeutes, et les habitants disent ça peut repartir à tout moment. C'est votre sentiment, vous? Non, moi, ce que je sens, je sens pas que ça peut repartir. Je sais pas, en fait, mais je sens pas ça. J'étais à l'île Saint-Denis juste après l'incendie dramatique qui a coûté la vie à 2 adolescents et à une maman. Qu'est-ce que vous disent les habitants? Les habitants vous parlent de leur vie, de leur quotidien, vous disent il faudrait peut-être améliorer ça. Vous savez, ils sont très pragmatiques. Et non, je sens pas sur le terrain. Moi, j'ai pas eu de vacances, j'ai pas pris un seul jour de congé, j'ai été dehors. C'est pas ce que vous ressentez sur le terrain? Non, pas du tout. Je sens pas ça. Par contre, je sens que quand vous allez voir les gens et que vous leur parlez, ils sont remplis de bon sens. Et je pense que le politique ferait bien de s'inspirer plus du bon sens de la rue. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville, toujours l'invitée de France Info. On vous retrouve dans 1 minute, juste après le fil info. Diane Verschit. Changement de calendrier pour les épreuves de spécialité du baccalauréat. Dès 2024, elles se tiendront au mois de juin et non plus en mars. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui annonce également l'interdiction de l'abaya, cette longue robe portée par certaines élèves musulmanes. Une décision nécessaire, estime sur France Info le directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Depuis plusieurs mois, les chefs d'établissement réclamaient des consignes claires sur cette tenue. Pendant les émeutes urbaines, il y a 2 mois, 2700 signalements ont été envoyés à la plateforme Pharos, plateforme du ministère de l'Intérieur, des vidéos des pillages, des incendies ou encore des dégradations, des signalements qui ont conduit à 32 arrestations. Au Niger, l'ultimatum lancé par les putschistes à Paris a expiré. L'ambassadeur de France est toujours sur place et une nouvelle manifestation a réuni hier près de 20 000 des soutiens des militaires qui ont pris le pouvoir il y a 1 mois dans le pays. Manifestation près d'une base militaire française de Niamey, la capitale. I Have a Dream, le célèbre discours de Martin Luther King pour les droits civiques des Afro-Américains. C'était il y a 60 ans, les États-Unis, où les inégalités raciales persistent. Un enfant noir sur 3 vit dans la pauvreté. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la ville. Ces derniers jours ont été marqués par des fusillades, des règlements de compte liés au trafic de drogue à Nîmes. Encore ce week-end, Marseille, Amiens, Villeurbanne, Grenoble, Toulouse. Les victimes sont de plus en plus jeunes. Pour vous, les consommateurs, vous dites, sont responsables, ont une responsabilité dans ces trafics.
Votre formule, elle est simple. Pas de consommateurs, pas de trafiquants, pas de morts. C'est ce que vous avez dit. Bon sens de la rue. Parler avec les habitants de ces quartiers-là, j'en viens. Voilà, ceux qui viennent acheter et toucher leur shit dans les quartiers sont responsables, bien sûr que oui. C'est une évidence. Et les habitants le disent, je veux dire, les habitants, les gens, allez interviewer. Je pense qu'il faut juste parfois... On y va, on va sur le terrain. Oui, je sais, mais vous l'entendez. La dernière fois, moi, j'écoutais juste un reportage où une dame disait, mais il faut qu'ils arrêtent de venir acheter leur drogue chez nous, en fait. C'est ça le truc. C'est pas rigolo de fumer un joint. Moi, ça me fait pas... Moi, c'est pas cool. C'est devenu cool de fumer un joint, c'est pas cool. Parce que quand on achète de la drogue, derrière, il y a des conséquences dramatiques pour ceux qui vivent. Donc on fait quoi? On augmente l'amende forfaitaire de 200 €, qui est déjà à 200 €? C'est absolument, mais surtout, on a augmenté de 22% le budget de la sécurité du ministère de l'Intérieur. J'ai beaucoup travaillé sur la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. On fait des choses comme on a fait à Marseille. Par exemple, voilà, dans le Marseille en grand, 300 policiers en plus, 3 compagnies de CRS et une stratégie de la préfète de police qui s'appelle le pilonnage, dit du pilonnage. 70 points de deal complètement stoppés. 70 points de deal complètement stoppés. Bon, on n'a pas tout gagné, mais on commence à gagner un peu la bataille. Et quand je dis on ne va plus laisser dormir les trafiquants de drogue, c'est ça la réalité, c'est qu'on est capable, on a les moyens. Et Gérald Darmanin a beaucoup travaillé, j'étais commissaire aux lois quand cette loi de programmation est passée. Augmenter le budget comme il a été fait, c'est inédit. Mais vous voyez que les amendes, ça ne marche pas. Seuls 35% des amendes sont payées. Parce qu'il faut travailler. Alors, parce que, bien sûr, si le sujet n'était que ministère de l'Intérieur, pareil, encore une fois, ça se saurait. Dans ma première question au gouvernement, j'avais parlé de désarmement massif, financier, des trafiquants de drogue. Mais ça, c'est quelque chose qui doit se faire à l'échelle internationale, européenne en premier, et à l'échelle internationale. Donc, aller taper là où ça fait très mal, mais ça veut dire une coordination européenne sans faille. Donc, il faut commencer par là, et sur le terrain, ne pas lâcher. Je pense que la présence policière rassure les gens de toute manière. On ne pourra pas les empêcher. Vous savez, des gens qui ont décidé, et c'est la Marseillaise là qui vous parle, c'est même plus la ministre, ils ont décidé de s'entretuer. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de les en empêcher. Malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Mais la réalité, c'est que s'il n'y avait pas d'argent et s'il n'y avait pas de quoi se bagarrer à ce point, il n'y aurait pas de mort. Et est-ce que l'une des solutions, ce n'est pas la dépénalisation, à l'image de ce que vont faire nos voisins allemands ? Non. Moi, parce que je l'avais. Alors, je vais vous répondre, Jérôme. J'avais dit que sans désarmement financier massif des réseaux de stupes, le fait de parler de dépénalisation ou de légalisation était un renoncement. Donc, ça aggrave le problème. Absolument. Mais c'est une position de principe, parce que comment vous allez expliquer, quand les Allemands vont légaliser le cannabis à but récréatif, comment vous allez expliquer à un frontalier français que c'est légal d'aller chercher du shit à côté, c'est bien aussi de l'autre côté de la frontière, et que c'est interdit de pouvoir le consommer on va parler de prévention. On est en Europe. Non, mais oui, d'accord. Mais alors moi, il y a quand même un mot qui a disparu de la sémantique journalistique et aussi politique. La prévention. Moi, j'appartiens à une génération où il y a eu beaucoup de prévention et j'ai l'impression que ça a un peu marché. Donc, on va peut-être travailler sur la prévention et justement sur l'éducation, sur le fait de dire à nos jeunes, préservez-vous, faites attention à vous. Moi, c'est ce que je leur dis. Quand on te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Fumer, c'est pas rigolo. Se droguer. Ça marche. En tout cas, moi, j'ai fait du soutien scolaire. Il y a quelques jeunes que j'ai eus et que je revois et qui ont réussi leur vie et pourtant qui viennent d'un quartier très compliqué comme moi. Sabrina Agresti-Roubache, je suis curieux de savoir comment vous avez vécu la journée d'hier. Vous étiez comme une dizaine de ministres présentes à Tourcoing. On a beaucoup parlé de Gérald Darmanin. C'était le rassemblement organisé par le ministre de l'Intérieur. Il y avait Elisabeth Borne qui était là. C'était pas tout à fait prévu. Vous qui étiez là-bas, vous l'avez ressenti comment? C'était pour le garder à l'œil ou pour l'empêcher de briller? Pour prendre le soleil. Pour prendre le soleil de Tourcoing, hier, on a pris le soleil de... Non, mais c'est pas une blague. Et c'est la Marseillaise qui J'ai laissé Marseille pluvieux, je suis arrivée à Tourcoing, il faisait beau, donc ça m'a fait rire toute la journée. Donc non, c'était un grand rassemblement de la majorité présidentielle, tout le monde était là, enfin vraiment beaucoup de monde, beaucoup de parlementaires, beaucoup de ministres étaient là, et être à la rentrée politique de Gérald Darmanin, pour moi, c'était juste une évidence. Qu'Elisabeth Borne soit là, c'était pour moi, pareil, d'une normalité absolue. Ça paraissait pas évident au départ, il y a quelques jours. Écoutez, c'était peut-être pour vous, alors pour moi, c'était... Enfin, quand je l'ai lu, vous savez, je l'ai appris, moi, comme vous, j'ai ouvert le journal, voilà, elle est là, c'est notre chef du gouvernement. C'est notre première ministre, donc tout le monde était là hier. On a passé un très très bon moment parce que les tables rondes étaient très intéressantes. Vous misez sur Gérald Darmanin pour 2027 ? Moi, je mise sur la réussite de la France en 2027.
Ça passe par lui. Ça va passer par toutes les forces. Vraiment, là, c'est l'engagé. Vous savez, j'ai démarré avec le président de la République. C'est mon seul engagement politique. Et je l'avais dit, j'ai commencé avec lui. Je suis là pendant avec lui. Je serai là après si on a besoin de moi. Mais ce qui est sûr, c'est que les combats politiques ne se mènent pas en philosophant. Ça se mène sur le terrain. Sur le terrain, il y a beaucoup de combats, notamment contre le Rassemblement national. Faut pas se leurrer. Vous savez, il y a des zones comme Paris qui ne sont pas exposées au Rassemblement national. Nous, à Marseille, on sait ce que c'est. Nous, dans le Sud, on sait ce que c'est. Moi, j'ai battu une candidate Rassemblement national qui n'a pas fait campagne. Et voilà, donc il y a des combats à mener, j'irai au bout. Ouais, moi, je pense que le pays peut y arriver. On peut y arriver. Après, je ne suis pas catastrophiste. Pardon, je suis une grande optimiste devant l'éternel. Et voilà, donc le meilleur est toujours devant nous. Merci Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville, d'avoir été l'invitée de France Info ce matin.